Chers amis, Shavua Tov, ce qui veut dire une excellente semaine. Le juif, en général, à partir de mercredi, il se souhaite Shabbat Shalom. Et à partir du samedi soir jusqu'au mardi soir, il se dit excellente semaine. Il se souhaite excellente semaine. Alors, à vous aussi, excellente semaine. Chers amis, pour nous, mon cher Antoine, premier maire adjoint de la ville de Créteil, il nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et je voudrais vraiment le remercier d'avoir accepté cette conférence dans le cycle de nos conférences culturelles que nous organisons ici à Créteil. C'est un homme qui est très très grand, vous le voyez. Mais la grandeur, elle est aussi au niveau de son humilité et sa discrétion. J'ai appris à le connaître, on ne se côtoie pas toujours, on n'est pas tous les jours à la mairie, on ne se croise pas, mais on peut voir l'homme. J'ai écouté ce qui lui a été dit sur sa personnalité par celui qui l'a décoré et lui a remis sa Légion d'honneur, et je voudrais le préciser. Et c'est un homme discret. J'ai une sœur aussi qui est à l'hôpital, et je sais que quand on s'investit dans un milieu hospitalier, on ne cherche pas à gagner son argent comme si on avait un cabinet médical. Je connais ton investissement. Il n'y a pas que Facebook pour connaître la date de naissance de quelqu'un, mais je me suis intéressé un petit peu. Et tu as un de nos jeunes membres de la communauté qui fait son stage dans ton service actuellement. C'est vrai que nous avions un certain nombre d'étudiants juifs dans la faculté de médecine à Créteil pendant de nombreuses années. Malheureusement, à partir de 2015, nos jeunes, après le bac, ont préféré partir en Israël. Mais là, on avait l'Union des étudiants juifs qui avaient leur local, les enfants de la République qui avaient leur local. Et j'étais désœuvré de voir nos jeunes partir. Mais depuis 3-4 ans, il y a un certain nombre de jeunes qui ont retrouvé leur place en faculté de médecine. Et en tant que responsable communautaire, avec mes collègues que je salue ici présents, nous sommes heureux et fiers qu'ils fassent partie du corps médical de la ville de Créteil. Alors, tu es à l'origine de beaucoup de choses, tu le dis en sommeil, mais il y a une application qui va voir le jour. On m'a dit, c'est ce qui est bipolaire, c'est une application sur, tu expliqueras, et les maisons adaptées pour que les gens qui ont des difficultés, pour pouvoir avoir un bien-être encore chez eux. C'est un homme exceptionnel, il fait beaucoup de choses, et je l'ai découvert sur les médias et les plateaux de télévision. Alors Antoine, tu vas nous éclairer, on va ressortir avec beaucoup de richesse en t'écoutant ce soir, et encore merci au nom de mes amis, de mon conseil d'administration, que tu sois parmi nous ce soir. Alors, bon, je ne peux que avoir une forte pression, mais vraiment tous mes remerciements, toute ma gratitude à la fois pour ces mots qui me touchent vraiment et pour cette invitation, cet accueil, le fait de m'avoir proposé cette soirée qui vraiment me touche beaucoup aussi. Donc, au travers de toi, tous les amis, toutes les personnes de la communauté, nos collègues maires adjoints que je salue également, notamment Olivier Place qui fait en plus l'honneur de présenter le livre, et puis tous les collègues présents. Donc un grand merci. Je vais parler d'un sujet qui peut paraître pas forcément très réjouissant comme ça pour un samedi soir, la peur des autres. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer que ça peut être un sujet qui concerne pas mal de personnes d'un côté, mais quasiment tout le monde pour ce qui est d'accueillir éventuellement autrement la peur des autres, justement la peur des autres. Pour simplifier, j'essaierai de développer ça pour qu'on ressorte avec quelque chose qui soit peut-être une vision différente des relations sociales, puisque ce qu'on appelle la peur des autres est dans notre jargon de médecine, de psychologie, de psychiatrie, l'anxiété sociale, la phobie sociale. Le terme, je trouve, est pas très adapté, c'est une traduction de l'anglais. Le terme le plus adapté, c'est l'anxiété relationnelle, si on pouvait parler comme ça. Bon, le terme, maintenant, il est passé dans notre jargon, c'est comme les TOC. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de réticence à parler de TOC, c'est pas un joli mot. Bon, voilà, c'est des termes qui ont été importés, notamment. Donc, les sujets dont on va parler, c'est pas la paranoïa, c'est pas la peur dans la société.
pour clarifier, c'est ce que j'ai mis là, la timidité, l'anxiété sociale, le TRAC, et puis d'autres choses un petit peu annexes, qui, évidemment, concernent beaucoup de personnes, directement ou donc comme interlocuteurs. C'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, j'ai travaillé depuis le début de mon internat, pour remonter, donc tu parlais des études de médecine, donc pour moi ça fait quelques années, sur l'anxiété, notamment l'anxiété sociale. Vraiment, ça a été un de mes sujets principaux de travaux, notamment avec Christophe André, avec qui on a repris ce livre cette année, aussi bien pour la recherche, pour l'enseignement, pour les prises en charge des patients. Il se trouvait que j'ai pendant quasiment toutes ces années de travailler autour de ces questions, et puis évidemment pas la seule, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur pour plein de raisons. J'espère que vous allez pouvoir le voir à travers cette présentation. Et puis juste un clin d'œil, parce que quand je parle de ce qui me tient à cœur, c'est une des premières études qu'on a pu faire, notamment avec Christophe André aussi à l'époque, c'était avec une jeune psychologue qui depuis est devenue ma femme, donc elle est présente ici, et donc ça me renvoie à des choses aussi personnelles assez fortes. Voilà, pour planter un peu le décor. L'anxiété sociale, c'est une des peurs fondamentales, je pense, de l'être humain, qui pourtant était peu connue jusqu'à la fin du XXe siècle, probablement parce que les psychanalystes, par exemple, n'en parlaient pas. Freud n'a jamais parlé d'anxiété sociale, il a parlé plein de choses, hein, évidemment, mais pas d'anxiété sociale. Et c'est les comportementalistes, les psychologues, thérapeutes comportementalistes qui ont introduit, en rencontrant des personnes concernées, le concept, et ça a été formalisé dans la deuxième partie du XXe siècle. Et en France, réellement, je pense que c'est la première version du livre de Christophe André, Patrick Légeron, à l'époque, je n'étais pas encore dans les auteurs, qui a introduit vraiment le concept et qui l'a vulgarisé. Et on a vu, à suite de cette parution, donc qui datait de 1995, le numéro 1, je vais dire, de cette série, qui a permis d'ouvrir le champ et de faire notamment proposer à des personnes qui, au départ, ne savaient pas qu'elles pouvaient éventuellement bénéficier d'une prise en charge, qu'elles ont pu en parler. Depuis 25 ans, beaucoup de choses ont changé dans la société, d'où le titre du livre « Nouvelle peur des autres ». Ça, c'est pour expliquer la formulation de cette nouvelle édition, qui est une édition adaptée à la société d'aujourd'hui. Donc une des peurs essentielles, parce que chez l'être humain, il y a différentes peurs. La principale, c'est la peur de mourir, d'être confronté à des choses terribles qui mettent en jeu notre survie. Évidemment, la peur, c'est un moyen de se défendre, de repérer le danger et de se défendre. On se défend contre l'adversité, contre des prédateurs quand on est un homme des cavernes lointain, et on a un système cérébral qui est le même que celui des hommes des cavernes, de l'homme de Cro-Magnon il y a 200 000 ans. Et il y a une version de la peur qui est, je pense, un petit peu liée, mais pas complètement, qui est cette fameuse peur, en gros, non pas directement des autres, un petit peu des autres d'une certaine manière, mais du regard de l'autre, de la peur de ne pas être bien considéré par l'autre. On peut considérer comme ça pour éviter de se retrouver seul. Donc on pourrait dire, la peur de la solitude, de l'isolement, du rejet de l'autre. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de développer. Si vous voulez bien, je commence. Si ça vous embête pas, je vais peut-être m'asseoir, mais je suis désolé de... Alors par ailleurs, je suis un peu bavard, donc je vais essayer de tenir... tu me diras, parce que voilà, parfois il faut que je me restreigne un peu sur ces sujets, je vous disais, qui me passionnent. L'anxiété sociale, c'est donc... pour nous, dans les critères un peu cliniques, la gêne, la peur marquée d'une ou plusieurs situations d'échange avec autrui. Donc, je vous disais, une anxiété relationnelle. C'est un sujet très vaste qui a une connotation, vous voyez, moi je viens de la médecine, donc une connotation clinique avec des personnes qui ont besoin d'être soignées. Et puis, il y a plein d'implications, je pense qu'on va voir, qui sont des implications sociétales, philosophiques, anthropologiques, qui expliquent probablement cette anxiété. Et dans la pratique, dans les personnes qu'on peut rencontrer, il y a plein de situations qui peuvent déclencher cette anxiété. Il y a plein de formes, il y a beaucoup de conséquences variées. Et chaque personne a son histoire, évidemment, mais il y a des choses dominantes, mais qui s'expriment sur un spectre vraiment très large. Donc c'est ce qu'on appelle le spectre de l'anxiété sociale. En commun, je vous le disais, vraiment la gêne, c'est le regard d'autrui. Alors, dans le regard, on viendra d'ailleurs sur le regard lui-même, les yeux sont importants dans cette histoire, mais il y a deux fondamentaux, deux sûrement peurs profondes. C'est ce que l'autre peut quand même
apporter comme danger éventuellement, donc une forme d'agressivité potentielle et donc dans ce cas-là, c'est de s'en défendre, enfin de s'en protéger. Et puis surtout cette notion très humaine, hein, parce qu'elle n'existe probablement pas dans les autres espèces, alors que la peur de l'agressivité d'autres, elle existe dans toutes les espèces, en tout cas les mammifères. C'est la peur donc d'un jugement négatif avec cette connotation, je vous disais, de rejet potentiel. Et les bases psychologiques communes, on va dire, à toutes les personnes qui ont cette propension, c'est qu'elles ont souvent une mauvaise image d'elles-mêmes, en tout cas une image d'elles-mêmes fragile. Fragile, ça veut dire pas très stable, et notamment qui va reposer sur l'approbation de l'autre. L'image de soi, c'est un concept aussi très riche, mais notamment qui a été... d'ailleurs aussi par Christophe André au cours des dernières années, qui a été vraiment travaillé sous l'angle de l'estime de soi. C'est un concept vraiment maintenant important en psychologie. Mais bon, là, on va être un petit peu moins, je dirais, dans l'élaboration. Il y a l'image qu'on a de soi-même et l'image surtout qu'on souhaite donner aux autres. Et les personnes qui ont probablement une anxiété sociale, c'est une personne dont l'image d'eux-mêmes est un peu trop, en tout cas un peu dépendant du retour qu'ils peuvent avoir de l'estime des autres. On a tous évidemment besoin du retour des autres, mais pour certains, leur confiance en eux, en gros, dépend de manière excessive, en tout cas pour leur bien-être, du regard de l'autre. Ça, c'est probablement le socle vraiment commun à toutes ces difficultés. Donc, quelles sont ces difficultés ? Bon, aussi petite catégorisation, hein, avec des mots qui sont des mots du langage courant. Et bon, je vais essayer de vous donner les définitions qu'on a, nous, encore une fois, dans le métier psychologique ou psychiatrique, mais c'est des termes, je vous dis, qui sont à chaque fois à préciser. Donc la timidité, le trac et l'anxiété de performance, il y a toute la gamme de ce qu'on appelle les phobies sociales, il y a différentes formes. Et puis les personnalités évitantes, là, je pense que je n'aurai pas trop le temps de détailler, c'est un concept un petit peu plus compliqué, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt là, à ce sujet-là. Alors, petite citation, je vais essayer d'en mentionner quelques-unes pour illustrer Patrick Timsit. Bon, c'est pas la personne dont on s'imagine une forte anxiété relationnelle ou une difficulté. Alors, je sais pas, j'ai pas creusé, je l'ai pas interrogé, mais j'ai trouvé une citation qui reflète une certaine réalité. C'est la timidité, c'est un défaut terrible, ça masque toutes vos qualités. C'est pour montrer à quel point, et ça, on l'entend souvent chez nos patients qui vous disent, mais j'ai envie de faire plein de choses. C'est toujours des personnes qui sont très sociables en fait dans leur vocation, qui ont envie d'être avec les autres, de partager des choses, mais qui sont inhibés, bloqués à un certain moment et donc ne vont pas pouvoir s'exprimer. Et très souvent, on vous dit, mais j'aurais tellement de choses à dire et j'arrive pas à le dire, et c'est ça qui est souvent le plus frustrant. Donc, ce qu'on appelle la timidité, il y a plein de définitions, mais on peut dire que c'est un trait de personnalité. On dit que c'est pas une pathologie. Être timide, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est une difficulté. Notamment, ça s'associe à un tempérament réservé, une certaine prudence dans la relation et une certaine introversion. L'introversion, c'est un autre concept, je ne vais pas m'étendre, mais qui est quand même assez proche. Ce qui domine dans la timidité, c'est un doute en fait sur ses propres capacités et la manière dont on va être reçu par les autres dans des situations en fait nouvelles, incertaines, dans lesquelles il y a donc un enjeu important. On est timide avec une première rencontre, avec une situation qu'on n'a pas encore vécue. Voilà, le premier rendez-vous pour un emploi, le premier rendez-vous avec une personne qu'on a envie de séduire, évidemment. Toutes les situations vraiment nouvelles et pour lesquelles il y a un enjeu. Bon, des gens dont on se fiche complètement, en général, on n'est pas timide avec eux. Donc il y a cette notion de doute, d'incertitude qui va être en fait plus ou moins prononcée. Donc il y a des petits timides et des grands timides, pour simplifier. Mais on est dans quelque chose d'un trait de personnalité normal. Vous savez, dans la personnalité des êtres humains, il y a une psychodiversité, si on peut dire, comme il y a une biodiversité pour d'autres choses, avec des gens qui ont des tempéraments très impulsifs ou très calmes, très généreux ou un peu égoïstes. Enfin, il y a toutes les variantes et on ne parle pas de pathologie dans ces cas-là. Il y a des extrêmes qui sont parfois un peu compliqués. Et quand on interroge, il n'y a pas d'études très solides, mais très souvent, la prévalence, comme on peut dire, de ce trait-là, j'aurais pu vous poser la question, mais très souvent, il y a une personne sur deux, en gros, qui dit, enfin au moins une personne sur deux, qui a pu être gênée à un moment donné dans sa vie, pas en général toute sa vie, mais à un moment donné dans sa vie, par cette timidité. Et le propre de ce trait, c'est qu'il a plutôt tendance, en effet, à s'améliorer, à s'atténuer avec le temps. On est timide jeune. Les enfants, là encore, pour une bonne partie d'entre eux, ont des signes de timidité. Et puis, avec l'âge adulte, avec l'expérience notamment, le temps, ça s'atténue. Deuxième concept, le trac.
Alors, il y a une citation célèbre, on reprend toujours parce qu'elle est quand même très forte. Sarah Bernard, vous savez, c'était je pense, une jeune comédienne qui, en discutant avec elle, lui disait « Mais moi, le trac, je ne sais pas ce que c'est ». Et Sarah Bernard, avec du haut de son expérience, lui a dit « Mais ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent ». Donc, c'est pas très sympathique, mais voilà, ça peut se dire que le trac, c'est quelque chose de tout à fait humain, et notamment quand on a des choses difficiles à faire. Et puis j'ai pris par exemple, je vous dis, j'ai essayé d'illustrer, mais il y en a évidemment beaucoup, puisque le champ est très large. Arthur Rubinstein, qui parlait de cette dimension comme un prix à payer pour une vie si merveilleuse, donc pour pouvoir se produire en public notamment. Et plus près de nous, Steve Jobs, pareil, premier passage TV, là, vous pouvez voir ça sur le web aussi, il y a des vidéos, alors là j'ai pris une photo, mais où on sent qu'il est très 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 malade avant sa première prise de parole. Steve Jobs, c'est le créateur de Apple, donc une réussite sociale, entre autres, et vraiment il décrit une espèce de terreur avant de prendre la parole comme ça sur une chaîne de télévision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance, où là, il y a, comme je vous le disais pour l'intimité, un enjeu, mais plus qu'un enjeu, quelque chose de très formalisé. Vous êtes sur une scène. Bon, alors la scène, c'est différentes choses. Là, cette situation de conférence, par définition, c'est un peu ça. Il y a un public formel, mais on retrouve la même chose donc sur une scène de spectacle, faire un numéro en scène. Parfois, les sportifs, par exemple, peuvent ressentir le trac parce qu'il y a du public. Et puis, ce qui s'en rapproche le plus aussi, c'est les étudiants qui passent des examens, où il y a un jury. Et dans toutes ces situations-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous avez en gros deux choses à faire en même temps, enfin, au moins deux choses. Trouver les mots, vous souvenir du sujet, animer la discussion, enfin votre présentation, et en même temps gérer entre guillemets le regard des autres, ou en tout cas le public. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de retour sur ce que vous faites est bien ou pas bien. Alors, dans une audience comme celle-là, où tout le monde est sympathique, je ne me pose pas la question, et je vois que tout le monde est sympathique, mais quelqu'un qui serait très anxieux dans ma situation, il va repérer une personne, au fond, je désigne une personne qui a un regard un petit peu plus méfiant, ou en tout cas plus désapprobateur, et qui tout de suite va attirer son attention en disant « mais ce que je raconte, c'est nul, ça intéresse personne, et donc c'est terrible ». Donc il y a cette notion donc, de manque de feedback, comme on peut dire, qui, pour quelqu'un qui a un biais, qui va penser plutôt le négatif, va se focaliser dessus, en tout cas va imaginer le pire. Je ne sais pas ce que vous pensez, donc j'imagine, si j'ai une mauvaise image de moi-même, c'est toujours ce principe-là, que ce que je fais n'est pas bien apprécié par autrui. Donc c'est une double tâche, comme on dit en psychologie, c'est de faire des choses en même temps, déjà, en général, c'est compliqué. Et en fait, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a beaucoup de monde, par exemple. Plus il y a de personnes, en gros, plus je sens une certaine pression, et plus il y a de personnes qui peuvent mal m'apprécier. Donc c'est plus difficile que quand il y a une seule personne, ou bon, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Donc ça, c'est des situations objectivement difficiles, parce que souvent, en plus, c'est pas des histoires qu'on se raconte, on peut avoir un jugement. Je vous disais, passer un examen, il y a une sanction derrière, donc il faut être bon, entre guillemets. Donc ça rajoute, en général, un niveau de stress. Donc tout ça, ça explique que, j'imagine, 90%, il y a toujours 10% de psychopathes, j'allais dire, mais non, pas des psychopathes, c'est des gens qui sont insensibles absolument au regard de l'autre. Les psychopathes sont un peu comme ça, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se fichent complètement de ce qu'on va penser d'eux. Et souvent, c'est pour des mauvaises raisons. C'est qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils en ont pas grand-chose à faire. Et moi, ce que je dis souvent à nos étudiants, parce qu'on fait passer des examens, c'est que l'étudiant qui arrive les mains dans les poches en se moquant complètement de l'examinateur, en général, il ne fait pas une très bonne impression, et c'est mal parti, je dirais. Donc avoir une anxiété visible, même dans ces cas-là, n'a rien d'anormal, et c'est même plutôt rassurant dans, je dirais, le niveau d'engagement qu'il peut y avoir dans cet exercice. Donc tout ça, c'est du trac normal, qui d'habitude passe avec un peu le temps. Quand j'ai commencé ma présentation ici, comme un acteur, ils disent toujours ça, j'ai le trac avant, et puis une fois que je suis dedans, je me concentre quand même sur l'essentiel, c'est-à-dire ce sur quoi je parle. Et souvent, quand on a du trac normal, entre guillemets, c'est-à-dire simple, on arrive à décrocher de ces ruminations, et on fait le travail. Et donc avec l'expérience, quand on a fait une fois, ça va déjà un petit peu mieux, mais surtout 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Pour ça que quelqu'un qui présente le journal TV, ne faut pas prendre ça comme exemple de la personne à imiter, parce qu'on n'arrivera jamais. C'est son métier, ça fait des milliers, enfin certains l'ont fait des milliers de fois, et donc évidemment l'expérience compte beaucoup dans cela. Il y a différents types d'expériences. Donc c'est une illustration
d'un trac particulier. Je passe. Et ça, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est une... Ah oui, je remercie la technique, je ne l'ai pas dit, parce que vraiment, on est très... Vraiment, je suis impressionné par la mise en œuvre de tous ces moyens, et peut-être que là, on va même arriver à faire ça. Il va manquer le son, par contre, hein, je n'ai pas pensé. Bon, c'est pas très grave. Ouais, mais j'arrive pas à monter la... Bon, c'est pas important, enfin si c'était mieux avec le son. Donc on va parler des choses qui sont dans le registre de la phobie sociale, et il y a ce film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle Les Émotifs Anonymes, qui me paraît assez plaisant, enfin c'est un très bon film, mais en plus qui illustre pas mal de choses que je vais évoquer ce soir autour de l'anxiété sociale. Il y a les deux personnages qui ont cette problématique, et Jean-Pierre Améris, donc c'est un film d'il y a une dizaine, quinzaine d'années, le metteur en scène, en fait, il se trouve, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il raconte un peu son histoire. C'est quelqu'un qui a eu des grandes difficultés relationnelles et qui a été pris en charge, qui a fait notamment, je me souviens, il a expliqué, il avait participé aux groupes qui sont organisés, enfin des thérapies de groupe, entre guillemets, même entre les personnes elles-mêmes, pour s'en sortir, et il s'en est plutôt bien sorti. Donc dans le film, là, bon, bref, c'est une illustration de ces séances où il faut s'entraîner en fait à prendre la parole en public, avec l'actrice qui fait un malaise à la fin de la scène. Bon, bref, vous regarderez ça ailleurs. Donc, c'est pour aborder après la timidité, après le trac, quelque chose qui est un cran au-dessus, on va dire, le champ de l'anxiété sociale morbide, on peut dire pathologique, qu'on appelle donc phobie sociale ou anxiété sociale pathologique, peu importe, où là, on est vraiment dans une peur qui devient excessive. Alors, c'est toujours compliqué de dire où est la limite entre le normal ou le pas normal. En tout cas, subjectivement, pour la personne, ça va lui poser des problèmes. Et cette peur survient dans potentiellement plein de situations d'échange de la vie courante ou un peu moins courant, par crainte réellement, toujours, c'est toujours la même chose, la crainte d'un jugement négatif de l'autre. La manifestation principale, c'est la peur. On pourrait penser que c'est de la peur, de l'anxiété, donc c'est parfois même jusqu'à l'attaque de panique, hein, c'est comme ça qu'on le rencontre parfois. Et puis il y a un panel d'émotions qui sont proches de la peur, on parle souvent de gêne. D'ailleurs, c'était assez étonnant ces dernières années. Vous savez, les jeunes maintenant parlent de situations gênantes ou de, je ne sais plus quel terme, mais gênance même quasiment, c'est un terme, qui reflète assez bien ce type de situation. Dans notre définition, ça va jusqu'à la honte, voire à la peur d'une humiliation ou un ressenti d'humiliation sociale. Et on viendra sur la notion d'humiliation qui est quand même très forte et qui est sûrement au cœur de ces problématiques. Et donc, il y a ce vécu émotionnel. Et puis, il y a des conséquences. Donc, pour parler d'une pathologie, enfin, c'est-à-dire qui est un cran au-dessus de la normale et qui peut justifier notamment des consultations ou des prises en charge, on parle de conséquences réellement délétères pour la personne sur son bien-être et sur sa capacité à agir. Et ça peut être notamment lié au fait que quand on a peur et très peur d'une situation, c'est humainement compréhensible, on va avoir tendance à vouloir l'éviter, à contourner un certain nombre de choses. Les situations sociales, par définition, elles sont inhérentes à notre vie quotidienne, on ne peut pas les ignorer complètement, mais on peut avoir des tendances à biaiser, à éviter, à contourner plein de choses, et c'est exactement ce qui se passe chez les personnes souffrant d'anxiété sociale. Oui, j'essaie de ne pas dire phobique sociale, alors ça risque de m'échapper aussi, parce que je trouve que ce n'est pas du tout joli, mais dans notre jargon, on parle d'anxieux sociaux, de phobiques sociaux, ce qui veut rien dire, mais bon, malheureusement, c'est pareil, c'était traduit de l'anglais, social phobics, mais on n'a pas trouvé mieux, malheureusement, jusqu'à présent. On a essayé sociophobe, mais bon, c'est pas non plus très parlant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de peur? Je vous ai dit, c'est ces peurs du jugement de l'autre, et en gros, on les catégorise pour illustrer le champ que ça peut représenter. Dans le livre, on a mentionné cette pyramide de la peur sociale, avec des choses qui sont à la base les plus courantes, et puis un petit peu au-dessus, un peu moins courantes, mais qui peuvent être très, très, très délétères. Le plus courant, c'est la peur d'échouer. Je vous disais, la peur, quand on s'exprime en public, on fait quelque chose de difficile, fatalement, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Et on peut avoir peur. Les personnes qui ont une phobie sociale vont avoir ça un peu tout le temps, quasiment dans leur vie courante. C'est pas juste une fois de temps en temps quand je dois prendre la parole, mais ça va être juste une réunion de famille, ça va être une réunion de copropriété, ça va être un exercice qui n'est pas forcément très compliqué, des choses que je sais faire normalement, mais dès qu'il y a du monde, j'ai du mal. Et donc, c'est toutes les situations donc, de performance. Il y a une anxiété de performance normale, on peut dire le trac, et puis il y a une anxiété de performance
excessive, gênante, pathologique, qui rentre dans le cadre des phobies sociales. La deuxième chose, c'est la peur de se dévoiler. Donc là, on est dans quelque chose de plus intime. Je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, ou que je connais d'ailleurs, il peut y avoir les deux volets, c'est l'histoire de chacun, où je vais en fait me sentir sous pression de l'image que je dois donner avec quelqu'un qui compte pour moi. Là, c'est toujours ça, hein, quelqu'un avec qui j'ai envie de nouer des relations, par exemple, ou qui compte pour moi dans mon travail, dans mes relations sociales. Et là, la peur, c'est qu'on devine des choses de sa personnalité qui ne sont pas ce qu'on voudrait montrer. Donc là, on est quelque chose de, vous voyez, de plus intime, parce que ce n'est pas un exercice formel, c'est est-ce qu'on va apprécier ma façon de parler, mes goûts, mes activités, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est des échanges informels. Et il y a beaucoup de personnes souffrant de phobie sociale qui ont très peur en fait des rencontres avec une seule personne. Là, on n'est plus dans le public, on est dans je vais croiser un voisin d'immeuble, je vais rencontrer un commerçant et il va falloir que je discute avec lui de choses un petit peu personnelles. Enfin, pas en première intention, mais rencontrer quelqu'un de nouveau, quoi. Et ça peut être une des situations les plus courantes avec, là, l'enjeu, c'est encore une fois l'image de soi. On comprend bien que ça peut être au centre de ces inquiétudes. Ensuite, je ne suis pas dans le bon sens, la peur de s'affirmer. Alors on peut vivre des vrais calvaires, des vrais cauchemars, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi si je refuse de rendre un service à Albert qui m'a demandé de lui prêter ma voiture parce que, et que moi ça ne m'arrange pas et j'ose pas lui dire non. Donc savoir dire non, c'est une des conditions de l'anxiété, de l'affirmation de soi. Je te la prêterai. Mais ça peut être un collègue donc, qui va vous demander de faire votre travail, enfin son travail à votre place. Ça va être, alors dans les deux sens, est-ce que tu veux bien m'accompagner à la gare parce que voilà. Et ça, bon évidemment, Albert, il n'est pas content, il y a autre chose à faire, et donc je vais passer pour quelqu'un de malpoli. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut avoir comme arrière-pensée sur le jugement, encore une fois négatif. Donc dans toutes ces situations, plus ou moins tendues, hein, ça peut aller jusqu'au vrai conflit, hein, et donc aborder le conflit dans plein de situations personnelles. Et puis dernier niveau là qui est quand même plus rare, hein, en tout cas des situations qui sont au départ plus simples et donc qui touchent des personnes qui ont une anxiété sociale plus sévère probablement, c'est être observé tout simplement. Être observé, donc il y a un regard de personnes aux alentours et dans des situations très basiques de la vie quotidienne ou même rien du tout. Alors les plus basiques, c'est vous devez écrire quelque chose devant quelqu'un qui vous regarde. Alors ça se fait de moins en moins, parce qu'avant on vous disait les chèques, signer un chèque, bon, on ne signe plus de chèques quasiment, mais remplir un formulaire à la caisse, ça aussi c'est plus rare. Dédicacer un livre, exactement. Souvent on prend l'exemple chez les enfants, parce que tout ça, ça concerne aussi les enfants, écrire au tableau. Normalement c'est simple, tout le monde sait écrire au tableau, mais dès que c'est devant les autres, même une seule personne parfois, ça crée un stress, alors qui est souvent simple, tolérable, mais pour les personnes qui ont cette anxiété, ça peut devenir là aussi un point de fixation. Moi j'en ai vu par exemple avec des médecins qui ne pouvaient plus faire de gestes médicaux devant quelqu'un qui les regardait avec une infirmière au bloc opératoire. J'ai vu un anesthésiste comme ça qui, à un moment, alors que ça allait plutôt bien jusque-là, a eu, vraiment pour une histoire personnelle, qui se mettait à trembler quand il devait piquer par exemple un patient. Et donc c'est très limité, parce que lui, il n'avait que ça comme difficulté. Et puis pour des situations, par exemple, qu'il maîtrisait complètement. Et ça peut être encore plus banal, c'est vous êtes dans la rue, il y a des gens en face, par exemple, on prend l'exemple de l'arrêt de bus, il y a des gens en face et vous ne savez pas comment vous tenir parce qu'il y a des gens qui vous regardent et vont vous imaginer le pire. C'est pas la paranoïa, hein, puis dans un champ ça existe aussi, des gens qui se méfient des autres, mais là c'est autre chose, c'est juste, est-ce que je vais faire bonne impression et comment je vais être jugé, entre guillemets, vraiment pas avec une mauvaise intention. C'est ça la petite différence avec la paranoïa. C'est plutôt moi qui ne suis pas à la hauteur, c'est pas les autres qui sont méchants ou malveillants, c'est évidemment on va voir que je ne suis pas quelqu'un de bien, enfin, etc. Donc ça c'est un peu le sommet de la pyramide, parce que c'est rare que ça ne concerne pas toutes les personnes souffrant d'anxiété sociale, mais ça peut être vraiment quelque chose, vous voyez, de très invalidant. C'est-à-dire que se trouver dans un lieu public ou avoir juste oui, on prend souvent aussi l'exemple, manger devant les autres. Manger, tout le monde sait le faire, mais manger tout seul dans un restaurant, il y a plein de gens qui ne peuvent pas parce que c'est trop gênant, c'est trop anxiogène pour elles, ou boire juste un verre d'eau. Enfin, voilà.
petite illustration. Alors, bon, vous allez me dire aussi, c'est pas... Bon, si, peut-être que c'est... Est-ce que Serge Gainsbourg avait une anxiété sociale importante? Bon, en tout cas, il raconte, hein, j'ai trouvé ça dans une interview, à 17 ans, je sortais de chez le Toubib, il m'a accompagné sur le palier, je lui ai dit « Au revoir, mademoiselle ». Puis « Bonjour, monsieur », il n'y a pas de quoi. Et à bout d'argument, je me suis essuyé les pieds sur le paillasson. Moi, ça m'a fait penser à une scène d'un film de Truffaut aussi. On voit Antoine Doinel, un peu la même réaction. Merci madame, enfin merci monsieur, à une dame. Bon, alors je sais pas, j'ai jamais non plus interrogé Serge Gainsbourg, mais je pense que c'est ce genre de situation comme ça, de malaise social qu'on peut rencontrer chez les personnes souffrant d'anxiété sociale. Et plus proche de nous, et c'est pas forcément le même niveau de référence, mais il se trouve que, vous voyez, la date, c'est d'aujourd'hui, donc je suis tombé dessus par hasard. Shine, donc c'est une chanteuse qui visiblement parle d'une timidité maladive. Il y a plusieurs éléments dans l'interview, mais elle dit qu'elle a dû prendre des piqûres de cortisone, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, je peux vous dire par contre. Mais bon, voilà, je ne sais pas qui lui a conseillé ça, pour surmonter son trac, donc probablement qu'un niveau d'appréhension majeur. Et donc, et là, il se trouve que shy, en anglais, c'est-à-dire timidité, que, elle dit qu'elle a choisi ce nom-là, ce pseudonyme en lien avec sa timidité qu'elle a surmonté, évidemment, dans la plupart des cas, évidemment. Mais ce genre de situation, nous, on a connu un patient qui a passé sa thèse de médecine complètement alcoolisé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il s'en est bien sorti, puisque visiblement personne ne s'en est aperçu. Il avait les qualités, compétences. Hein. Enfin, on a un souvenir comme ça marquant avec Stéphanie d'un patient vraiment qui avait, alors qui a traîné ensuite cette anxiété sociale longtemps avant qu'on le soigne, mais qui vraiment reflète ce niveau de handicap, hein, vous voyez, qu'il peut y avoir. Parce que bon, là, il s'est forcé en buvant, ce qui n'est pas non plus une bonne idée, mais beaucoup dans ce cas-là renoncent complètement et donc renoncent à des études ou en tout cas à passer des examens en fonction de cette limitation. La peur, donc, du jugement négatif, je vous disais, c'est deux choses. Alors, il y a toujours la notion d'agression, parce que, bon, agressivité potentielle, mais surtout d'avoir un jugement négatif qui vous conduit à être mal accepté, mal aimé, mal intégré au groupe. La peur fondamentale, je vous disais, c'est de ne pas être affilié, comme on dit, à un groupe, la famille, les amis, la communauté, créer une famille soi-même. Chez les adolescents, c'est vraiment les pairs, comme on dit, hier, c'est-à-dire les autres, parce qu'à l'adolescence, on a besoin d'être dans un groupe, et quand on n'est pas notamment comme les autres, on a très vite tendance à se sentir rejeté éventuellement. Donc il y a tous ces éléments-là. Et donc sur plein de choses. Et là, j'ai pris quelques exemples les plus courants. C'est le best-of de types de peurs qu'on peut avoir, mais on en découvre tous les jours des différentes, parce que c'est là aussi l'histoire de chacun. On peut avoir peur de montrer un mauvais niveau de culture générale, de compétences, notamment de son travail, de ne pas être intéressant pour les autres. Donc ça, c'est le champ, on va dire, un peu plus culturel, psychologique. Le fait d'avoir une mauvaise apparence physique, pour certains, c'est vraiment ça le problème, c'est je n'ai pas la même apparence que les autres et je n'ai pas le niveau d'esthétisme parfois. Donc ça peut être le physique, l'habillement. Pour beaucoup de jeunes, l'être dans la norme, encore une fois, c'est très important. Donc c'est souvent eux qui sont les plus fixés là-dessus. Mais sinon, l'apparence physique, j'y reviendrai, mais c'est vraiment un élément important. Le manque d'assurance, ce qui m'a toujours troublé, beaucoup de gens, alors j'ai travaillé notamment sur la peur de rougir, qui est un élément d'anxiété sociale. Leur principale peur, c'est qu'on pense qu'ils sont timides, en fait. Donc le tabou absolu, c'est qu'on pense de moi que je suis émotif, timide, parce que c'est la pire des défauts pour certains. Et on comprend bien pourquoi, hein, c'est pas du tout, ça vient pas de nulle part, mais ça m'a toujours surpris parce que le fait de penser que quelqu'un est timide, ça serait une tare. Alors, on comprend bien notamment dans certains milieux professionnels où on dit qu'il faut être dans la performance, dans le contrôle de soi, etc. Il y en a sûrement, mais le plus souvent, c'est très exagéré. C'est-à-dire que on ne va pas juger les qualités professionnelles de quelqu'un sur éventuellement une tendance à être un peu émotif ou un peu traqueur, enfin dans ces situations-là. Mais ça m'a frappé parce que très souvent on nous demandait, j'ai eu l'occasion par exemple d'avoir des journalistes qui nous demandaient des témoignages de personnes anxieuses, notamment de personnes qui ont un problème d'érotophobie, la fameuse de rougissement. Et je peux vous garantir qu'on n'a jamais, trouvé très peu de témoins acceptants de dire, alors c'est sûr à la télé, qu'ils ont cette crainte-là.
et les journalistes me disaient, mais pourquoi? C'est pas une maladie honteuse, il n'y a rien de... Mais si, justement, c'est la honte sociale, un peu comme s'ils avaient fait des malversations, quoi. Enfin, c'est de l'ordre-là. Bon, les journalistes, parfois, ils ne comprennent pas tout, il faut leur expliquer les choses. Et puis, de toute façon, bon, c'est vrai que le but, c'est pas que de témoigner de ça, mais parfois, ça peut servir pour les autres, quoi, pour expliquer ce qui se passe. Et puis après, il y a tout ce qui est, je vais avoir un mauvais comportement, enfin tout un tas de choses. Et certains ont peur qu'on les considère comme des gens malveillants, alors qu'ils sont souvent un peu froids, parce que quand on est anxieux, on n'a pas tendance à s'énerver. En général, on a plutôt tendance à être un peu sur la réserve. Et donc, ils ont peur de passer pour des gens pas sympas, quoi, froids, voire même agressifs avec les autres. Et il y a une forme un peu, d'ailleurs, inversée, qu'on voit, alors, je pourrais développer ça, mais il y a des aspects culturels qui sont importants. Dans les pays asiatiques, au Japon notamment, il y a une forme d'anxiété sociale qui est en fait la peur de gêner l'autre par son propre comportement, notamment avec les yeux, de regarder l'autre dans les yeux, c'est pas possible, enfin c'est pas dans les conventions au Japon, la peur de dégager quelque chose de négatif, de plein de points de vue. Donc il y a des mécanismes parfois un petit peu particuliers, mais le plus souvent c'est toujours je vais faire mauvaise impression. Alors comment ça se passe quand on a ce genre de difficultés? Souvent ça commence jeune dans la vie. Alors il y a deux moments importants. Vraiment la première enfance, ou en tout cas dans les premières années où on commence à avoir conscience des autres. Donc c'est souvent très jeune, hein, 5-6 ans. On voit des enfants dès la maternelle ou en tout cas le primaire qui sont très timides comme on dit, qui ont une forte anxiété sociale. Et puis il y a un deuxième pic d'apparition, c'est au moment de l'adolescence probablement parce que là il y a des enjeux nouveaux. Je disais le groupe s'affirmer, enfin des choses nouvelles. Et donc, c'est rare qu'on devienne anxieux d'anxiété sociale à partir de 25-30 ans, quoi. C'est souvent, c'est plutôt plus jeune dans la vie, avec ces deux pics-là. Et probablement plus c'est tôt, plus c'est ancré en soi. Et en général, plus c'est des peurs assez fortes. C'est souvent des gens qui sont timides par ailleurs, mais pas toujours. J'ai vu plein de patients qui avaient une fixation sur un point et qui, par ailleurs, je vous disais, ceux qui rejettent la notion de timidité, c'est souvent parce qu'ils sont en effet parfois très, même extravertis, qui ont des bonnes compétences sociales, mais qui ont une fixation sur il y a des choses que je ne veux pas montrer de moi. C'est souvent sous cette forme-là. Alors, quand on est dans la pathologie, c'est qu'il y a des répercussions. Et les répercussions, alors, elles sont infinies. On a pu les quantifier. Enfin, il y a des études d'épidémiologie qui montrent que les personnes qui ont une anxiété sociale sont moins souvent en couple que les autres. Donc, moins de vie familiale, personnelle, ont des emplois qui ne sont pas ceux qu'ils auraient pu espérer par ailleurs. Enfin, les études qu'ils ont faites n'étaient pas forcément celles qu'ils avaient envie de faire, mais ils ont été un peu contraints. Ils n'ont pas le même niveau de revenus, par exemple, que la moyenne des personnes à peu près des mêmes origines. Donc il y a vraiment un impact mesurable de ces pathologies. C'est quelque chose qui peut durer longtemps. Alors c'est variable, des gens pour qui ça va durer moins longtemps, mais souvent ça dure quasiment toute la vie. Mais en fait, au bout d'un certain temps, en fait, il y a on peut appeler un aménagement, c'est-à-dire qu'on met en place des choses qui permettent de se protéger et de vivre quand même à peu près normalement, en tout cas le plus proche de la normale, malgré ça. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux, ça veut dire qu'on a fait des choix, le corps de travail ou de mode de vie, plutôt en repli, donc pas forcément vraiment en phase avec ses aspirations, mais on a trouvé un certain équilibre. C'est souvent ça un peu l'histoire. Bon, il y a des cas positifs où ça va aller mieux tout seul, hein, heureusement, même sans prise en charge, mais c'est quand même assez rare. Il y a deux complications qu'on connaît bien chez les personnes en souffrance, c'est assez fréquemment la dépression. Dans les formes sévères d'anxiété sociale, il y a à peu près 1 fois sur 2 l'apparition d'épisodes dépressifs. Qui peuvent arriver pour d'autres raisons, mais là c'est statistiquement le cas. Et puis aussi des addictions, je vous parlais de l'alcool tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est le recours habituel quand on a besoin de se désinhiber un peu, de faire des choses avec les autres, c'est le recours classique, en tout cas dans nos sociétés. Maintenant, ça peut être aussi d'autres produits, hein, le cannabis parfois utilisé comme ça, les médicaments aussi sont utilisés comme ça. Alors, l'histoire de la cortisone, pas du tout, mais les anxiolytiques, hein, souvent, sont utilisés comme ça pour se faciliter un peu la vie, mais malheureusement, à chaque fois, c'est des produits qui peuvent rendre dépendants. Donc, on se rajoute un deuxième problème, et on voit parfois, beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'alcool, hein, qui ont des problèmes d'alcoolodépendance, qui en fait ont commencé à cause d'une anxiété sociale. Et dans ce cas-là, il faut à tout prix dépister, reconnaître cette anxiété sociale, parce qu'on aura beau traiter l'alcoolisme ou l'alcoolodépendance, si on n'a pas traité la cause dans ces cas-là. Et par contre, quand on le fait, et ça on a beaucoup de retours là-dessus, d'expériences positives, ça permet de vraiment changer complètement la donne et le pronostic de ces pathologies.
Alors, il y a des formes vraiment plus sévères, on va dire, celles qui ont un début jeune, qui sont souvent toutes les types de peurs à la fois. Ça peut déteindre un peu sur la personnalité, c'est ce qu'on appelle la personnalité évitante, et ce qu'on appelle aussi les phobies sociales généralisées. Alors, qu'est-ce qui est dit différent avec le TRAC, hein, je vous disais, on est au-dessus, un cran au-dessus. Moi, le repère qui me paraît assez pertinent, c'est de se dire à quel point ça vous perturbe dans le temps, notamment. Avant une occasion importante, alors bon, quand il y a vraiment une date avec un examen, une présentation, enfin des choses comme ça, on voit bien la date, mais ça peut être aussi juste j'ai un rendez-vous avec telle personne. Et donc quelqu'un qui est un peu timide ou un peu traqueur, bah, ça va le gêner la veille, en gros, avant de dormir, ou le matin même. Quelqu'un qui a une anxiété sociale, il va ressasser ça pendant, d'après vous, des jours et des jours, parfois des semaines, enfin dès que, en gros, l'échéance est connue. Et ça, c'est vraiment la marque de quelque chose de très profond. Donc la durée, en gros, d'anticipation, d'anxiété anticipatoire, comme on dit. La différence, c'est aussi pendant l'exposé ou la... Alors, je vous dis, quand c'est formel, on voit bien, mais pendant l'échange, la discussion avec quelqu'un, le trac, on arrive à le mettre de côté et on se concentre sur le sujet, sur la personne. Quand on a une anxiété sociale, en fait, on n'arrive pas à décrocher. On est en permanence, je vous disais, en double tâche là, mais, et ça dure. Je vous parle, mais en même temps, je me pose plein de questions sur est-ce que je suis bien habillé, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour plaire aux gens, et pourquoi il y a ce regard qui est bizarre. Et donc, on a l'impression que, comme ça, de loin, que la personne est un peu figée parfois, ou en tout cas qu'elle est un peu bloquée, mais en fait, elle passe son temps à faire un travail en plus dans sa tête, de traiter un peu plein d'informations qui arrivent dans tous les sens, et à essayer de se dire, mais on se calme, et on ne peut pas se calmer. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très différent de quelqu'un qui arrive à décrocher et à fixer son attention. Il y a vraiment une question de fixation attentionnelle là-dessus qui est très importante. Et puis, je vous disais, l'ampleur, évidemment, aussi de l'émotion, qui est très différente quand on a une anxiété sociale pathologique. Et dernière lame, on va dire, c'est aussi après. Quand on a le trac, on a fait un exercice, ça s'est bien passé, on est content, youpi. Quand on a une anxiété sociale, le plus souvent, même quand de loin ça s'est bien passé, les choses se sont déroulées à peu près comme prévu, parce que souvent ça se passe comme ça en fait. Ben après, on continue le travail de SAP, on va dire. C'est j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas, il y a une personne que ça n'a pas plu, qui m'a fait une remarque éventuellement, il y avait 200 personnes, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas l'air contente, mais c'est là-dessus que je vais ressasser, parce qu'il y a un biais, comme on dit là, un biais cognitif qui fait qu'on va se fixer là-dessus et chercher tout ce qui va confirmer la mauvaise image que j'avais de moi, qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ça qui va être encore dans la durée, qui va renforcer en fait, parce que vous imaginez que le coup suivant, ça va réactiver ce qui s'est passé la première fois de négatif, enfin biaisé, alors que quand vous avez tiré une conclusion positive de l'expérience, ben, vous allez être mieux la prochaine fois. Donc c'est ça qui fait qu'on a une trajectoire différente quand on a une anxiété sociale, où on ne bénéficie pas des efforts que l'on peut mettre en œuvre. Alors, je crois que je vais peut-être essayer de ne pas être trop long. Bon, il y a un bouquin, moi, que j'adore, enfin, en plus, j'aime beaucoup l'auteur aussi, qui s'appelle Philippe Villain, qui est un romancier, qui a écrit des super livres, romans notamment, et qui a écrit un livre qui s'appelle Confession d'un timide, qui parle de son histoire. Bon, il se trouve qu'il a fait vraiment un témoignage aussi, et qui est très riche, parce que c'est à la fois littéraire, philosophique, tout un tas de choses, et il y a des témoignages, je ne vais pas vous le lire en entier, ça serait un peu long, mais je vous y renvoie. Il raconte vraiment de l'intérieur, on va dire, et bien écrit ce que ça peut ressentir. Je crois que je vais vous dire juste la fin. Dans une situation... Ah oui, il raconte sa première, là aussi, interview à la radio. Il a fait beaucoup de médias pour ses livres. 1000 doutes m'assaillaient avant de me décider à dire quelque chose. C'est pourquoi, la plupart du temps, je ne disais rien. Enfin, bon. Et je donnais l'air d'être songeur. Je devais réfléchir non à me décider, mais à penser à me décider. Ce qui me laissait une marge importante avant de prendre la parole. Dans ces moments, il me semblait toujours que la véritable nudité n'est pas celle du corps, mais celle de la pensée. C'est vraiment le coup de... On va voir en moi, quoi. Je suis transparent, tout ce que j'imagine, ça se voit tout de suite, c'est vraiment un des biais principaux. Je suis transparent, je suis tout nu. Ça, c'est aussi l'image d'ailleurs qu'on a pris dans le bouquin, parce que imaginez que vous arrivez ici, vous êtes à poil, et ben ça fait bizarre. Mais c'est un peu ça que ressentent les personnes qui ont cette anxiété sociale. Bon.
une tenniswoman, Naomi Osaka, qui a dû arrêter, alors je crois qu'elle a repris depuis, de jouer au tennis, elle était dans les tops mondiaux, parce que les conférences de presse, le public était ingérable, donc avec typiquement une anxiété sociale, là en l'occurrence pour les prises de parole en public. Comment ça s'explique tout ça ? Alors, le grand mystère, on va dire, mais bon, il y a beaucoup de pistes d'explications. Pour les simplifier, des choses un peu dans la biologie et des choses un peu dans la psychologie, comme très souvent pour ces affaires-là. Il y a sûrement des prédispositions. Alors, il y a des prédispositions qu'on a tous dans l'espèce humaine, qui est d'être sensible, d'une part, à l'anxiété. C'est une émotion essentielle à la survie, la peur, l'anxiété, mais aussi à une certaine propension à devoir faire attention aux situations sociales. Pour les raisons qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire faire bonne impression, c'est important pour vivre avec les autres. Dans nos sociétés, ça dépend, mais il y a toujours eu des notions de hiérarchie sociale, de statut à préserver. Alors, il y a des situations vraiment hiérarchiques, mais sinon, il y a juste, en fait, trouver sa place dans la société. Et le fait de perdre sa place peut être quelque chose de réellement menaçant pour quelqu'un qui se retrouverait tout seul, exclu du groupe, etc. Il y a une notion d'ostracisme qui est souvent très, très proche de ça. Et puis la notion du danger qui peut exister dans le rapport à l'autre. Alors ça existe entre espèces. Il y a des espèces prédatrices qui vont attaquer d'autres sujets. Chez l'être humain, on connaît ça aussi malheureusement, mais on peut avoir aussi une trace de cette transmission un peu éthologique de la peur, de la prédation des autres. Donc là aussi, ça passe souvent par le regard, j'y reviendrai un petit peu. Donc il y a dans notre patrimoine sûrement quelque chose qui nous prédispose. Et puis sûrement, comme toujours dans les problèmes psychologiques, des gens qui ont plus de propension, plus de gènes. Alors il n'y a pas un gène de la timidité, ça c'est clair, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé, mais en tout cas sûrement une propension avec un patrimoine transmis un peu à être plus sensible, parce qu'on le voit chez des petits, très jeunes, je vous disais, parfois chez les bébés qu'on voit qui ont une difficulté avec la relation à l'autre, qui probablement reflètent une diversité là de sensibilité. Et puis après, quand même, le plus important probablement, c'est tout ce qui se passe dans la vie ensuite. Et chez les enfants, d'abord, c'est l'éducation. Le modèle éducatif que vous avez est souvent assez déterminant, bien sûr. Si vous avez des parents très sociables, très soutenants aussi dans la confiance que peut avoir l'enfant, ça va être plutôt positif. Si vous avez des parents, parce que c'est des styles aussi de vie plutôt en repli, qui n'invitent pas beaucoup d'amis à la maison, qui n'ont pas beaucoup d'échanges sociaux, vous n'allez pas avoir cette habitude-là, en tout cas ce modèle-là. Et puis, ça va parfois un petit peu plus loin, des mauvais traitements parfois de certains enfants qui subissent du dénigrement, évidemment même du harcèlement parfois, ou des maltraitances qui sont très souvent très délétères pour l'image de soi et ensuite pour la confiance en soi et donc l'anxiété sociale. Donc chez nos patients, on trouve des gens qui ont un peu souvent l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit des parents qui ne les ont pas aidés à aller vers les autres, soit des parents, souvent les papas malheureusement, qui sont souvent très autoritaires, sévères ou dénigrants, disant mais de toute façon... t'arrives pas, c'est pas bon, faut y aller, enfin des choses comme ça qui sont pas bénéfiques pour des enfants qui sont qui ont une certaine fragilité. Après, il y a toutes les composantes de la société elle-même. Alors ça, on pourra en faire aussi des heures, et on a essayé de prendre ça d'ailleurs dans notre société récente. Il y a des normes sociales, il y a des facteurs culturels, je vous disais, qui font créer une pression importante sur le niveau de performance à réaliser. Et au cours des dernières décennies, je pense que le niveau de performance demandé dans les entreprises, notamment pour la communication, et puis dans la vie courante, avec, alors maintenant en plus avec la couche supplémentaire des réseaux sociaux, de l'image qu'on doit donner aux autres, crée une pression supplémentaire. Donc je ne sais pas s'il y a plus de personnes qui ont une anxiété sociale, mais en tout cas celles qui en ont une pression plus forte, et on le voit notamment dans les consultations. Et puis après, les facteurs comportementaux et cognitifs, je vais les détailler un tout petit peu, mais bon, ça va passer pour tout. Alors, je vais faire un petit focus vraiment qui me paraît essentiel sur la notion de regard, parce que c'est la peur du regard des autres. Et donc, dans le regard, il y a un concept qui est le jugement, mais qui est aussi les yeux, je vous disais. Et il se trouve que les yeux, dans toutes les espèces, enfin dans les espèces de mammifères notamment, ça a vraiment un rôle, je vous disais, dans le risque parfois de prédation. Donc j'ai pris quelques exemples parlants, le tigre, le singe qui peut être réellement un prédateur pour des proies. Les animaux, les mammifères qui ont les yeux rapprochés comme nous, c'est des carnivores en général, parce que c'est ceux qui vont attaquer des proies, qui bougent et qu'il faut fixer. Et en général, un animal qui vous fixe du regard,
Alors ça dépend après des espèces, mais c'est plutôt mauvais signe. Et donc, c'est peut-être pas très étonnant qu'on ait parfois du mal à supporter ce regard. Et ça va jusqu'au point que, là, vous voyez, un papillon qui a fait comme s'il était dangereux pour les autres en créant des yeux, hein, pour faire peur à d'autres animaux. C'est quand même une évolution, enfin des choses assez formidables de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'homme ? En fait, chez l'être humain, une personne qui a une phobie sociale, en fait, ont vraiment du mal à regarder les autres dans les yeux. Alors, on peut dire, il se force, voilà, mais il y a vraiment toujours ce malaise-là, et on le voit chez tous nos patients. Et au point qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui le font, mais on avait travaillé avec mes étudiants, là, Albert Moukébert, qui est un psychologue formidable par ailleurs, mais qui a fait sa thèse avec nous à une époque. Il avait travaillé sur l'évitement du regard des personnes qui ont une anxiété sociale, même sur des simples photos. Et là, dans cette expérience, on montrait des photos de personnes avec des expressions. Vous voyez, là, c'est une expression de dégoût, mais on peut le faire avec toutes les expressions plus ou moins neutres. Et là, on ne demandait pas aux personnes de s'affirmer, de discuter avec la photo, ce n'est pas le but. On ne demandait rien du tout, juste regarder la photo. Et on enregistrait leur regard, ce qu'on appelle de l'eye tracking. C'est des appareils qui permettent de capter la direction du regard de la personne que l'on teste. Et vous voyez, une personne témoin qui n'a pas d'anxiété sociale, quand elle regarde une image pour opérer un peu les émotions ou la personne, on regarde les yeux et un peu le nez, ça fait un petit triangle comme ça, mais on regarde les yeux. Une personne qui a une anxiété sociale va regarder un peu partout à la fois, sûrement du fait d'un petit stress. Alors, vous voyez, on n'est pas dans une situation réelle pour autant, mais on a des patients qui sont quand même qui ont des niveaux d'anxiété sociale fortes et dans ce cas-là, qui évitent le regard, qui vont regarder partout sauf dans les yeux. Et sûrement par une espèce d'habitude qu'ils ont acquise au fur et à mesure du temps. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand on regarde un visage, on sait tout de suite s'il vous regarde ou pas. La direction du regard est très simple à capter. Si vous voyez quelqu'un de loin dans la salle, alors là, il ne fait pas très jour, mais vous allez voir, vous allez sentir tout de suite, c'est quasiment intuitif, s'il vous regarde ou pas, alors qu'il est très loin et que la pupille, c'est minuscule. On a cette capacité-là, qui est gérée par le cerveau, en fait, par les mêmes structures, et ça a été étudié ensuite en imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est les mêmes structures qui détectent la direction du regard, savoir si l'autre vous regarde ou pas, et celles qui détectent le danger, et qui vous fait avoir peur. Et donc, les personnes qui ont une anxiété sociale ont une hypersensibilité à cette réaction on peut dire très archaïque d'un fond, c'est-à-dire quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, même qui ne vous raconte rien, mais qui est vécu comme quelque chose de menaçant, alors en tout cas de gênant pour la personne. Ça, c'est un aspect très, on va dire, très animal, on pourrait dire, puisque c'est partagé avec d'autres espèces. Il y a des espèces, par exemple, des grands primates, où le fait d'être dominé par l'autre, il y a des hiérarchies comme ça, dominant-dominé chez les grands primates, les grands singes, oblige à baisser les yeux. Le fait de baisser les yeux, c'est un signe de hiérarchie sociale, et vraiment, on ne peut pas transiger avec ça. Et donc, je ne dis pas que c'est la même chose chez l'être humain, mais on a peut-être une petite trace comme ça génétique, enfin ontogénétique de cette vulnérabilité. Et puis évidemment, il y a d'autres choses. Dans le regard, il y a ce que pense l'autre, évidemment. Et ce qui est vraiment très riche, c'est qu'on projette en général la propre image qu'on a de soi-même sur les autres. C'est un effet de jeu de miroir d'une certaine manière. Donc quand je vois quelqu'un, j'imagine le pire si c'est le cas, et donc il y a un effet en même ping-pong, c'est-à-dire il me regarde, je sais qu'il me regarde, j'essaie de savoir ce qu'il pense. Les personnes qui souffrent d'anxiété sociale cherchent toujours à savoir ce que va penser l'autre pour essayer de le devancer, d'agir comme il faudrait, et c'est impossible, c'est infini. Donc il y a vraiment ce jeu de miroir qui se trouve dans l'échange de regards. Et puis, dernier point qui explique les comportements, c'est tout un tas je vous disais, de biais, de mauvaises habitudes, on va dire. Alors, il y en a une qui est centrale, qu'il faut que je cite, même si il faudrait développer plus, c'est, je vous ai parlé plusieurs fois, des notions d'évitement. Quand on a peur de quelque chose, on essaye d'éviter, de contourner. Alors, ça peut être complet, un évitement complet. Je refuse d'aller à une soirée avec Albert, je suis désolé. J'ai trouvé quelqu'un d'autre comme souffre-douleur. Je renonce à mon examen, vous voyez les conséquences qu'il peut avoir, donc évitement complet. Ou alors, je viens à la soirée, mais je reste dans mon coin, je n'aborde pas les personnes. Vous voyez, il y a toutes les variantes et on peut avoir des évitements un peu partiels, comme on dit, un peu subtils dans la relation aux autres.
Et malheureusement, ce qui est universel dans la peur, c'est que si vous évitez par peur, vous allez avoir encore plus peur. C'est un cercle vicieux. J'ai peur, j'évite, et comme j'évite, j'ai peur. Et c'est là-dedans que tombent la plupart des phobiques, malheureusement. Et ça, c'est en plus très piège, parce que parfois, on n'a pas l'impression d'avoir évité. On est allé prendre un verre avec Monsieur Ducamp, voilà. Mais si on est resté tout seul, on n'a pas discuté, on n'a pas parlé de soi, donc haute forme d'évitement, puisque ça peut être ça dont on a peur, et ben en fait, on n'a pas fait le job. C'est-à-dire qu'à la fin, ça sera aussi dur, et après, ça sera aussi dur la prochaine fois. Et ce qui se passe dans la situation d'échange dans ce cas-là, c'est on active son schéma de « j'ai une mauvaise image de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» C'est important ce que pense l'autre. Oui, c'est important. Et donc, je développe un concept un peu compliqué, mais qui est une hyper-conscience de soi. C'est-à-dire, je deviens un peu comme si j'étais au centre de l'attention du monde entier. Alors, c'est vrai que c'est très antinomique avec l'histoire de la modestie, quand souvent les personnes qui ont une anxiété sociale, ils ne se sentent pas le centre du monde en réalité. Ils ne se sentent pas, en tout cas, supérieurs aux autres, plutôt le contraire. Mais pourtant, ils font comme si il devenait le centre de l'attention. Et vraiment, tout d'un coup, il y a une activation de ce phénomène-là qui crée un problème, parce que dans ces cas-là, si au moment où je vous parle, je fais attention à cette image que je dois donner et je pense qu'à moi, encore une fois, je ne peux pas être disponible pour être efficace et être dans la relation. Et donc c'est ça que décrivent les personnes qui ont une anxiété sociale et qui amplifient le phénomène, avec ces 3 niveaux d'exagération, on peut dire, qui résument quand même pas mal de choses. Je vais avoir une défaillance, c'est-à-dire je vais bafouiller, je vais dire n'importe quoi, je vais mal me comporter. Ça va se voir, ce qui est déjà parfois un peu exagéré, ou très exagéré. Donc les autres vont le repérer, les autres vont avoir un jugement là-dessus. Et 3e niveau, c'est la catastrophe. C'est grave. Et donc, vous voyez, 3 niveaux de suppositions et de biais de pensée qui fragilisent énormément et qui sont chaque fois très exagérés. Alors, très exagérés, après, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est souvent très intense par rapport à la réalité. La défaillance en question, si c'est renverser le verre, bon, c'est pas amusant, mais c'est pas la fin du monde. Si c'est dire un mot à la place d'un autre, c'est pas la fin du monde. Enfin, c'est souvent des petites choses comme ça. La personne... Samira qui est devant moi, elle va tout de suite penser qu'à ça quasiment. Ça va être mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il renverse le verre ? Enfin, c'est la catastrophe. Donc un jugement, ok. Alors c'est possible qu'elle ait un jugement, mais à la limite c'est peut-être une seule personne et les autres n'ont même pas fait attention parce qu'on n'est pas le centre du monde. Et puis le dernier niveau, c'est la personne qui aura eu cette mauvaise appréciation. Eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire ? Demain, tout Créteil va être au courant que je ne sais pas tenir un verre d'eau, ou que je ne connais pas mon cours, ou que je ne sais pas me conduire dans une situation comme ça de ce type-là. Et donc, c'est la catastrophe, parce que tout le monde va le savoir. Alors maintenant, ça va être le Facebook, d'ailleurs on y est, les réseaux sociaux, mais avant, il y avait de l'anxiété sociale avant Facebook, donc c'était les petits copains dans la cour, ils vont en parler, ou dans le bureau d'à côté, on va en parler. Enfin, cette notion de conséquences sociales graves, de rejet. Enfin, je vais me retrouver ostracisé, je vais me retrouver au banc de la société, et donc je vais perdre mon boulot, je vais perdre ma famille, je vais me retrouver dans la rue. Et vraiment, ça a l'air un peu caricatural, mais quand on déroule un peu le film, beaucoup de personnes qui ont cette anxiété sociale vont... pas consciemment en général, mais quand on leur demande mais qu'est-ce qui pourrait se passer si effectivement il y avait ce petit détail qui ne marchait pas, en gros je suis SDF demain. Donc c'est une espèce de scénario catastrophe qui se déroule. Et qu'évidemment quand vous avez ça dans la tête, ça vous met une certaine pression, parce que d'emblée, pouf, ça active dès que vous croisez quelqu'un, en fait, ce type de réaction. Je passe pour ne pas déborder trop. Si, un petit point, parce qu'on peut dire comment on évalue ça, comment on fait un diagnostic de cette situation. Je vous dis ça parce que peut-être que chez vous, tout de suite, vous allez vous dire « il y a telle personne » ou moi-même. Alors, c'est toujours très trompeur. On a des représentations très simplistes de la personne qui est très tremblante dans son coin, enfin les enfants notamment, ok, ça peut se voir. Mais le plus souvent, je peux vous garantir que ça ne se voit pas du tout et que la personne qui souffre d'anxiété sociale parfois très sévère, on en a rencontré, paraissent absolument dans la norme absolue, sont plutôt en général discrets, donc de toute façon on va pas les repérer, on ne va pas les remarquer, et leur stress il est intérieur, parfois très 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 fort,
et finalement l'apparence passe. Donc le seul moyen, et nous c'est ce qu'on fait, c'est ce que je dis à nos étudiants en gros, pour savoir si une personne a anxiété sociale, il faut juste lui demander, est-ce que vous êtes gêné? Alors on a des questionnaires, là, je vous montre, quand vous devez regarder les gens dans les yeux, donc typiquement ce que je vous ai dit, prendre la parole dans un groupe, aller dans une soirée où vous connaissez très peu de gens, la personne qui arrive en retard, ça arrive à tout le monde, tout de suite, tout le monde regarde, et donc il y a des gens dans ce cas-là qui rentrent chez eux, qui ne vont pas oser passer devant les autres ou se faire remarquer. Alors que là, si on déroule le film de tout à l'heure, oui, ça va se voir. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que ça mérite que je me prive d'un bon film ou d'une bonne soirée, etc. Alors on déroule comme ça. Dans nos questionnaires, vous voyez, il y a une vingtaine de questions, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui dérangent des personnes et pas tout le monde. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est ça que je voulais dire. L'anxiété sociale, ça ne se voit pas à l'œil nu, comme on peut dire. Et c'est fréquent. Alors je vous disais, la timidité, c'est au moins 50%. L'anxiété sociale significative avec une certaine gêne, au moins 10 à 15% de la population générale. Et phobie sociale, on va dire, caractérisée avec des critères de pathologie, 3 à 5% de la population. Alors bon, après ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est difficile à évaluer, mais c'est quand même toujours, vous voyez, des millions de personnes en fait, ne serait-ce qu'en France. D'où l'intérêt de s'y intéresser. Je vais passer, parce que ça, j'ai déjà dit, oui, toute la pression actuelle, technologique. Oui, il y a un point juste comme ça aussi un peu éthologique, c'est que notre cerveau, je vous disais, c'est le cerveau de l'Homo sapiens d'il y a 200 000 ans. À cette époque-là, on n'avait pas des assemblées devant nous, on n'avait pas à traiter des millions de personnes sur Facebook. On avait notre petite tribu, notre famille, et puis on faisait toute sa vie avec 50 personnes maximum. Et pourtant, aujourd'hui, on a le même cerveau. Hein, vraiment, on n'a pas changé beaucoup depuis 200 000 ans. Et il faut traiter le monde entier devant soi. Il faut s'affirmer dans une entreprise mondialisée, comme on dit. Et donc, ça crée, pour certaines personnes, la plupart des gens s'adaptent à ça, mais une pression que peut-être mon cerveau n'est pas capable toujours de bien traiter correctement. Alors, encore plus récemment, on nous interroge souvent sur le confinement, la crise pandémique. Évidemment, ça a été plutôt très confortable pour les gens qui ont une anxiété sociale forte. Et moi, j'ai vu plein de gens qui disaient « Ah, ben c'est super, je reste chez moi, on communique par Internet, on ne me voit pas. Voilà, ça marche sur le moment. Ça soulage, c'est vrai. Mais c'est un peu ce que je vous appelais tout à l'heure un évitement massif, hein, le vrai confinement, le distanciel. Et je peux vous dire qu'après coup, le rebond a été et est toujours difficile parce qu'on a pris des habitudes qui sont encore plus difficiles ensuite à renverser. Donc les nouvelles technologies, il y a du bon. Enfin, c'est sûr que ça permet de faire un premier pas souvent, et ça, il n'y a pas besoin. Enfin, il ne faut pas tout remettre en cause, mais il faut le savoir que c'est une étape pour ensuite aller dans la vraie vie, c'est-à-dire avoir des échanges en vrai, comme on dit. Bon, un petit paragraphe, mais je vais être obligé d'abréger. L'érotophobie, la peur de rougir en public, je vous disais, c'est quelque chose à la fois passionnant et puis courant, donc ça vaut la peine d'y passer un peu de temps. Je ne vais pas le faire là, mais il y a des gens qui sont une fixation et qui organisent leur vie quasiment autour de la peur de rougir, avec toutes les connotations de jugement de l'autre hein, sur l'émotivité, la timidité, la honte, la culpabilité. C'est souvent ça, on rougit parce qu'on a fait une faute. Et si voilà, on vous désigne... Enfin, le truc typique ils nous ont tous raconté, c'est il y a un groupe à l'école, il y a quelqu'un qui a fait une faute, et personne ne veut se désigner, je me mets à rougir, on va penser que c'est moi, et donc je ne dois pas rougir. Et le cercle vicieux en question, c'est une réaction physiologique qui sert à plein de choses, avec de la chaleur, peut-être aussi à montrer des émotions, et elles sont automatiques. Et personne ne peut décider ou s'empêcher de rougir par la volonté, il n'y a rien qui le fait. Et pour autant, c'est naturel, et ça peut être un signe qu'on exprime quelque chose aux autres et qu'il faut accepter parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc c'est pour certains vraiment, je peux vous garantir, des cauchemars assez impressionnants, au point que certains proposent et font une opération chirurgicale pour s'empêcher de rougir de manière physique. Là, on vous coupe des ganglions, enfin des nerfs au niveau proche de la colonne vertébrale. Ça s'appelle une sympathectomie. C'est fait normalement pour empêcher de transpirer des mains. Il y a des gens qui transpirent beaucoup. Voilà, pour des raisons physiologiques. Et il se trouve que ça a un effet bénéfique, et c'est vrai que ça marche, pour pas forcément empêcher complètement, mais réduire les rougissements. Et donc, il y a beaucoup d'érotophobes qui ont peur de rougir en public, c'est le terme, qui souhaitent se faire opérer de ça et qui le font. Bon, je raconterai comment on peut faire autrement, mais en tout cas, c'est pour montrer le niveau de gêne, qui est toujours lié à la honte, hein, comme toujours.
Il y a d'autres variantes d'anxiété sociale. Alors, je vais passer rapidement. La dysmorphophobie, c'est les gens qui ont une conviction d'avoir un défaut physique. Alors, très souvent, c'est proche des TOC, parce qu'on pense en permanence et on vérifie. Mais il y a évidemment le regard des autres. Les gens qui ont un défaut, qui surévaluent. Le bégaiement, alors là, l'exemple là aussi d'un film, hein, le discours d'un roi, Georges VI, qui avait ce problème de bégaiement, qui vraiment explique très très bien ce que ça peut être que d'avoir, alors là pour au départ un problème physiologique aussi, le bégaiement, mais qui est très proche de l'anxiété sociale. Chez les enfants, il y a la phobie scolaire qui souvent est une des complications. Alors j'ai mis le spectre de l'autisme parce que c'est pas du tout la même maladie, mais il y a des petits points communs. On peut considérer que parfois il y a certains rapprochements, mais c'est quand même là pas du tout la même chose quand même. Alors que faire? Il faut terminer sur quelque chose de tout positif, exactement, ça se soigne, il y a plein de choses à faire, d'où l'intérêt d'en parler. Donc, ça fait pas longtemps, je vous disais, d'où la petite bulle là, parce que il y a 100 ans, vous alliez voir quelqu'un dans l'anxiété sociale, ne connaît pas, rentrez chez vous, revenez plus tard. Et même pas il y a très longtemps, il y a des médecins qui sont pas très bien formés, malheureusement, et qui vont pas savoir quoi répondre. Et maintenant qu'on en parle, justement, c'est plus facile, et les gens d'eux-mêmes vont en parler, et c'est plutôt bien. Même si c'est dur, hein, quand on a une anxiété sociale, d'aller dire à quelqu'un qu'on a une anxiété sociale, un médecin qui est souvent un peu difficile à atteindre, etc., enfin, personne difficile, c'est pas simple. Alors, les clés un peu de la solution, c'est de comprendre ce qui vous arrive. Alors, nous, on appelle ça dans notre jargon de la psychoéducation. C'est exactement ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire comprendre comment ça se passe, pour essayer de se départir de c'est horrible, c'est honteux, je ne devrais pas, c'est de ma faute, je suis le seul comme ça. Ben non, pas du tout, il y a des millions de personnes. Donc mettre de côté la culpabilité et avoir la notion qu'en plus on peut changer. Parce que souvent la personne a la conviction que c'est comme ça, que j'ai toujours été comme ça, ça ne changera jamais. Ben non, il y a des changements possibles et à tous âges. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut faire des choses et sortir des habitudes d'évitement notamment. Et normalement, en parallèle, travailler sur l'image de soi, et on peut y arriver un peu par soi-même, quand c'est pas trop prononcé. Donc, c'est s'appuyer sur des personnes de confiance, être aidé éventuellement, quand on peut en parler à des gens proches, et vraiment faire pas mal d'efforts au départ, mais d'ouverture et de communication et d'exposition. Et tout ça dans un maître mot qui est un peu tarte à la crème, mais qui est quand même essentiel, vous voyez bien pourquoi, c'est l'auto-bienveillance. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise image de vous-même, il va falloir vous forcer à avoir une image plus tolérante avec vous-même et plus bienveillante, parce que sinon, c'est comme si vous tapiez sur la tête à chaque fois. Ça, on a essayé, ça ne marche pas. Je n'ai pas le temps. L'action guérit cette sorte d'humeur que nous appelons, selon les cas, impatience, timidité ou peur. Un philosophe, Alain. Donc, voilà. Avant les thérapeutes, la philosophie a souvent dit les choses. Alors les exemples qu'on conseille à tout le monde, je dirais dans la vie, même hors thérapie, c'est de s'inscrire à un club de chant, aller dans des réunions, faire du sport, faire du théâtre. C'est souvent ça la première réponse simple et qui marche très très bien. Parce que très souvent, on va jouer un rôle, on n'est pas tout à fait soi, donc c'est un peu plus facile. Et puis, il y a un cadre qui permet de se sentir un peu rassuré. Essayer de se forcer donc à ne pas refuser toutes les sollicitations, à relancer des gens, enfin vraiment essayer d'élargir le spectre, enfin le cercle de ces relations, et puis quasiment il faut se fixer des défis. C'est dur, c'est un effort, mais par exemple chaque jour je fais quelque chose, je vais aborder un collègue que je connais pas bien, je vais poser une question dans une conférence, pas tous ce soir s'il vous plaît, ça va faire trop, mais si. Et essayer d'aller plus dans le sens de ses envies, parce que très souvent on se bride et au contraire il faut suivre ses envies et essayer de s'affirmer. Et tout ça avec ce regard positif et surtout en faisant ce débriefing positif et pas l'inverse. Même quand on a l'impression que ça n'a pas bien fonctionné, par exemple si on a fait les choses, on est allé à la soirée, on a parlé, et je ne sais pas comment moi je me suis senti très mal, ça a été horrible, mais finalement les autres je ne sais pas. Et si j'avais une caméra qui m'avait filmé, enfin bon voilà, qu'est-ce qu'on aurait vu à la caméra? Une caméra ça ne juge pas. Enfin, sauf maintenant il y a des intelligences artificielles, ça va devenir horrible, mais bon, là, il n'y a pas de jugement quand même d'une caméra. Et donc, si vous vous situez dans cette situation, vous avez vu quelqu'un qui parlait. Bon, ok, il a adressé son verbe, ça a duré une demi-seconde. Et puis, le reste du temps, les gens avaient l'air attentifs. Et puis, quand je suis parti de la soirée, personne m'achetait des tomates en me disant « mais t'es nul, t'aurais pas dû venir ». Donc, résultat, ça s'est bien passé. Ça s'est passé. C'est déjà pas mal de pouvoir penser ça s'est passé. Et petit à petit, je me fais mon expérience comme ça. Alors, il ne faut pas se jeter à l'eau dans la cage au lion, ou se jeter dans la cage au lion. Donc, il faut jauger un peu. C'est ça qui n'est pas facile à faire par soi-même, c'est trouver les niveaux. Bon,
voilà, il faut avoir un peu des guides parce que je ne vais pas vous dire prenez la parole à Bercy. Enfin, un peu compliqué, mais faire votre exercice voilà, devant 10 000 personnes ou aller voir tout de suite votre big chef de la société pour demander une augmentation. Demandez plutôt à votre N+1, comme on dit, et puis trouver... voilà. Parce qu'il faut respecter des étapes. On dit alors plus 20%, je ne sais pas si ça vous parle, mais quelque chose que vous feriez normalement, c'est la base, zone de confort. Voilà, je me protège. Mais là, vous allez faire plus 20%, 20 ou 30% de stress, quoi, on va dire. Parce que c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir travailler et progresser. Et puis, le dernier niveau, quand vraiment ça ne suffit pas, et vraiment c'est ça qu'il faut vraiment déstigmatiser et favoriser, c'est qu'il y a plein de thérapeutes qui sont bien formés pour ça, des psychologues ou des psychiatres, mais souvent plus des psychologues, pour faire ce travail-là, accompagner. Et donc, il y a des méthodes qui sont des thérapies, donc issues de ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, parce que c'est vraiment autour de ça où on a tous ces outils. Qui est, alors évidemment, de faire un premier pas qui n'est jamais facile. Hein, c'est souvent, quand les gens viennent nous voir, ils nous disent ils n'ont pas dormi depuis une semaine, hein, puisque c'est le premier pas. Heureusement, quand ils repartent, tout va bien. Mais c'est vraiment ça qu'il faut essayer d'amener. Et si vous avez des proches, vraiment leur conseiller de le faire. Et surtout en disant que ça n'engage à rien. Ce n'est pas parce que vous allez voir une fois un psychologue que vous allez tout de suite signer une thérapie pendant 2 ans. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt d'avoir un avis et de pouvoir discuter. Il y a un niveau supplémentaire que j'ai mentionné là parce qu'il existe, ce n'est pas du tout le plus courant, mais parfois on est amené à faire des prescriptions pour des traitements médicamenteux qui concernent des gens qui ont une anxiété sociale. Je vous donne des exemples, hein, c'est terrible, des gens qui ne sortent plus de chez eux, qui souffrent en permanence. Et il se trouve qu'on a des médicaments qui ne sont pas du tout ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le cannabis, ce n'est pas les anxiolytiques, ce n'est pas des antalgiques, c'est des antidépresseurs qui fonctionnent bien dans ces formes un peu sévères, mais c'est des traitements de fond, donc il ne s'agit pas de les prendre une fois et puis d'arrêter. C'est un traitement de fond qui est plutôt bien toléré, qui n'est pas très compliqué, mais évidemment, il faut une prescription et ça ne se fait pas en première intention pour tout le monde. Il y a aussi les bêta-bloquants, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est des médicaments normalement de l'hypertension artérielle, qui peuvent soulager un petit peu les symptômes physiques. Ce n'est pas le miracle, donc je dirais qu'il ne faut pas forcément avoir ça comme objectif. Les thérapies, je vais passer parce que c'est un peu technique, mais elles sont vraiment bien codifiées. Ça se fait en groupe, dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours facile à organiser, parce que c'est avec le groupe qu'on a l'opportunité de faire des exercices, de se confronter au regard des autres, dans la bienveillance. Parce que vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Les personnes qui ont une anxiété sociale sont des gens adorables, on va dire. C'est-à-dire qu'ils font attention aux autres et donc ils ne vont pas être méchants avec les autres. Et ils vont pouvoir voir chez les autres comment eux-mêmes sont. Et que finalement, voilà, ils sont normaux, quoi. Les autres, ils sont très anxieux et ça ne se voit pas et ils sont normaux. Donc c'est vraiment ça qu'on organise avec les... Et puis ça crée des liens. Parfois, on a eu des patients dont les seuls amis au départ étaient les autres patients du groupe parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sociabilité jusque-là. Après, heureusement, ils en ont d'autres. Et je terminerai là-dessus vraiment. Les timides ont aussi beaucoup de qualités, je vous l'ai déjà dit. Et là aussi, pour reprendre une citation de Philippe Villain, tout le contraire d'une fermeture aux autres, elle se fait ouverture, car celui qui parle sait écouter, accueillir, il possède une qualité de compréhension, d'empathie incomparable, il accueille l'autre à la manière d'un hôte. Son silence est hospitalité. Bon. Ça traduit ce regard, bon, évidemment positif, hein, et qu'on peut étendre. Alors, à plein de sujets, je vous disais là que je ne vais pas aborder, mais il y a un regard sociologique, vraiment sur cette notion d'humiliation sociale. Ce qu'on ressent dans ces cas-là, c'est le déclassement, et il y a plein de travaux, notamment sur la société du mépris, qui expliquent probablement pourquoi certaines personnes sont exposées à ce regard-là. Et c'est ça qu'on peut espérer modifier, c'est-à-dire que la société soit moins dans le jugement et surtout dans le rejet de l'autre, évidemment. Il y a une notion très centrale d'estime de soi qui est vraiment sous-jacente, je crois que je vous l'ai déjà un peu montré. Et là, si vous voulez approfondir, il y a un excellent livre qui est un best-seller vraiment de Christophe André aussi, qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux », je pense que ça veut tout dire, qui permet vraiment là aussi de réfléchir et de travailler, parce que ça se fait sous forme de guide aussi, pour mieux comprendre les bases de l'estime de soi. Et puis, je vous disais, l'effort collectif qu'on a sûrement tous à faire, et je ne doute pas que vous le faites, c'est d'essayer d'aider les personnes qui ont un peu plus de mal avec les relations aux autres. Nos enfants, essayer de les accompagner correctement, de dépister quand ça arrive pour se faire aider, et puis de changer le regard, je dirais, sur ces troubles qui sont tellement humains, enfin en tout cas tellement fréquents que il faut à tout prix que les choses se fassent. Et puis dernier clin d'œil, et c'est encore une fois de la journée, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, il y a un homme public, notamment célèbre, qui je trouve... Alors, on ne fait pas de politique, et d'ailleurs, c'est pas au départ nos collègues immédiats, mais
je trouve que là, cette personne a été très, très claire et portait un bon message. Donc l'alopécie, vous savez, c'est perdre ses cheveux, ses poils, donc les cils. Et je pense que vous avez tous vu de quoi je parle. Et c'est évidemment, et il dit, c'est très douloureux pour des jeunes notamment. Moi, ça va, j'ai 45 ans, enfin, je sais pas combien j'ai, plus. Il a des ressources pour faire face à tout ça, et je vais faire avec. Mais imaginez quelqu'un de jeune dans ces cas-là. Et il dit vraiment les choses. Donc Édouard Philippe, je vous dis, c'est une vidéo qui circule en ce moment. Non, malheureusement, ça ne se traite pas. Alors, il dit très bien, je pense que là, je trouve que c'est carré. Il dit, c'est pas une maladie qui fait mal, c'est pas une maladie qui fait souffrir, c'est pas une maladie qui est contagieuse, parce que ça change juste l'image. Et c'est important. Alors, c'est un homme en plus qui a une bonne image, on va dire. Et donc là, il y a une transformation qui l'explique très bien en disant, c'est le regard de l'autre qui change, potentiellement. Et il dit bien aux personnes qui souffrent d'alopécie, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, notamment des personnes qui ont une forme de particularité, ça peut être d'autres choses ou pas, d'anxiété tout simplement. L'essentiel, c'est pas la façon dont on les regarde, c'est ce qu'ils sont, voilà, tout bêtement, sur leur façon d'être et surtout leur façon d'agir. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce que on a cette image qui est pas neutre. C'est important d'avoir une bonne estime de soi, mais qui est encore une fois plutôt liée à ce qu'on a en soi comme force, comme connaissance de soi, comme réalisation, et pas juste un jugement comme ça de valeur ponctuelle. Merci pour votre attention, parce que j'ai été un petit peu long, et je vous remercie vraiment. Merci Antoine pour cette belle conférence. Et est-ce qu'il y a des questions exposées? Il y a des questions. Alors, je ne sais pas si il a un bureau où il peut vous consulter. Il est professeur à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions? Didier? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre la dépression et la peur des autres? Oui, merci. Alors le lien, il est sûrement multiple. Il y a une raison qui peut paraître un peu triviale, mais qui marche, qui est vraie, c'est que quand vous avez une anxiété sociale, je vous dis, c'est une souffrance parfois au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas juste, vous avez une phobie des chats ou des oiseaux, vous débrouillez, vous faites votre vie, quoi. C'est pas un facteur de dépression. Une phobie sociale, vous avez en permanence des interlocuteurs sous les yeux, entre guillemets, et notamment à des moments clés de la vie, l'adolescence, où on construit sa vie, etc. Et c'est d'une part tout ce que je vais rater comme chance ou comme choix que je voulais faire qui va quand même me contrarier beaucoup, ça peut arriver. Donc ça, c'est toutes les conséquences négatives des évitements ou de la maladie elle-même. Et puis moi, je dirais une forme d'usure, parce que même quand vous prenez sur vous, il y a des phobies qui sont très combatives, c'est-à-dire qu'ils vont vers les autres au maximum avec les petits biais dont on a parlé, donc qui fait qu'ils ne progressent pas comme ils voudraient, mais c'est un effort. Et cet effort-là, il se paye, entre guillemets, c'est un effort émotionnel, comme dans d'autres troubles anxieux, mais vraiment encore plus dans la phobie sociale, parce que c'est tous les jours stresser, se poser des questions, trouver des parades, c'est vraiment, ils nous racontent que s'ils vont au combat tous les jours, parfois c'est patient. C'est l'extrême, évidemment, mais après, il y a des liens sûrement dans des fragilités émotionnelles qui sont un peu les mêmes entre l'anxiété et la dépression. Donc ça explique un lien de cause à effet un peu direct et puis sûrement des facteurs communs aux 2 pathologies. Mais de fait, la comorbidité, elle est établie. Une personne sur 2, je vous disais, alors que dans la population générale, c'est fréquent la dépression. Mais c'est plutôt 20% de la population, quoi. Bonsoir Antoine. D'abord, merci pour la clarté de cet exposé. J'ai moi-même la chance effectivement de siéger sur les mêmes bancs du conseil que le professeur Bellissolo. Je vais poser la question suivante. Comment est-ce que vous évaluez le moment de bascule d'une anxiété sociale acceptable et gérable à une anxiété sociale pathologique qui va nécessiter une prise en charge médicamenteuse? Parce qu'on a des personnes qui sont sur une ligne de crête
Et comment vous évaluez, alors que ce n'est pas une évaluation multidimensionnelle par rapport à la personne, son environnement, etc. Mais c'est vrai que dans la conjoncture dans laquelle on est, il y a un déversement d'informations très anxiogènes, il y a peut-être des personnes qui vont se situer comme ça, à la limite, à la lisière entre une anxiété sociale classique et celle qui va être pathologique et qui va nécessiter effectivement une prise de médicaments, d'antidépresseurs. Donc, comment évaluer cette limite ? Alors, merci pour la question, ou pas merci parce que c'est compliqué, mais c'est évidemment une question centrale. Pour le médicament, c'est encore autre chose parce que, bon, on a des critères, je vais vous dire un mot, mais la première question, c'est est-ce qu'il y a une souffrance pathologique, ça veut dire souffrance. Et alors nous, c'est un peu simple, si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont un problème. Donc déjà, on a réglé à peu près ce problème-là et on essaie de répondre à leur souffrance. Tout est légitime, donc même si à la fin on va pouvoir dire mais en fait des petites choses simples vont suffire et donc il ne faut pas se lancer dans un grand travail, mais en tout cas dès qu'il y a une demande on essaie d'y répondre. C'est valable pour toutes les formes d'anxiété en effet, parce qu'il n'y a pas que l'anxiété sociale, loin de là. Par contre, le niveau. Alors, on a eu des débats à n'en plus finir entre spécialistes sur quand on fait une enquête dans la population, comment on va quantifier les fameux 3 ou 5%. Parfois, on a trouvé 2, parfois on a trouvé 15, parce qu'effectivement, on ne sait pas où mettre la barre. C'est toujours très subjectif. La barre, c'est à quel point ça vous fait souffrir, à quel point vous évitez des choses. C'est ça qui fait qu'on passe au-dessus de la normale. Après, et donc il y a des débats, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de moyen de mesure, ce sont des questions, comme je vous l'ai montré. Les médicaments, vraiment, le critère, c'est toujours individuel, c'est dans la relation, dans la consultation. Ça dépend évidemment du souhait de la personne ou pas. Mais le critère, qui me paraît essentiel, c'est est-ce que c'est au quotidien ou pas. Quelque chose qui vous use, je vous disais, c'est-à-dire que tous les jours, vous voulez le matin, vous disait, heureusement j'espère que je ne vais pas croiser telle personne ou que je ne vais pas devoir prendre la parole dans la réunion avec le big chef. Vous voyez, quelque chose qui est, qui est en fréquence et en intensité, vraiment une souffrance importante. Et souvent, alors, beaucoup de personnes sont un peu réticentes au départ à prendre des médicaments antidépresseurs. Ça, on a l'habitude d'expliquer pour vraiment relativiser les problématiques, mais ils comprennent très vite ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un soulagement qui est un peu artificiel, parce que c'est de la chimie, et on ne se limite évidemment pas à ça, mais si ça peut me permettre d'avoir une vie un peu moins douloureuse au quotidien, ça se justifie. Donc en effet, c'est très subjectif, c'est au cas par cas, on n'a pas d'instrument, on a des échelles, si on a des outils qui sont des questions, des questionnaires, mais on n'a pas d'instrument universel, donc c'est pour ça que ta question est vraiment importante, et c'est l'objet en fait des consultations. Et après, je vous disais, certains ne veulent pas en entendre parler, on laisse tomber, parce que c'est pas un traitement vital, on peut faire sans, mais souvent, il y a une réticence, et puis quand on explique, quand on donne... Alors les résultats, c'est pas miraculeux, c'est pas je ne ressens plus rien, ça serait de toute façon pas le but, mais c'est, je vous dis, très souvent, ça simplifie la vie et ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas, et tout bêtement, aller en thérapie, dans une thérapie de groupe, quand on a très peur, en général, on n'y va pas. Donc c'est souvent, on commence par ça, ce qui fait qu'on peut plus facilement aller faire la thérapie. Et par contre, c'est vraiment des antidépresseurs, c'est pas les anxiolytiques, parce que c'est ça que prennent les gens le plus souvent, les benzodiazépines, les plus courants en France, c'est le Xanax, le Exomil, ces médicaments-là, ça marche pas. Enfin, en tout cas, il y a trop d'inconvénients, c'est certains antidépresseurs. Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, j'ai 2 questions très rapides. La première, c'est que donc dans les, vous n'avez pas le mot, mais pour faire simple, dans les sociophobiques, il y a une personne sur 2 qui peut être atteinte de dépression, et dans la population civile entre guillemets, c'est 20%. Général. Mais du coup, parmi ces 20%, combien est-ce que souffrent de phobie sociale ? Phobie sociale ? Alors, l'exercice est... je sais pas, parce que dans ce sens-là, beaucoup, je pense, parce que c'est un facteur de risque de dépression, voilà, donc plus que la moyenne générale en effet. Enfin bref, c'est dans les deux sens, effectivement. Quand on a une personne déprimée, on va rechercher des signes d'anxiété sociale, parce que ça peut être une des causes. Alors, c'est pas toute la vie, ils vont faire un épisode dépressif ou plusieurs, mais heureusement, ce sont des épisodes normalement. Et dans l'autre sens, quand on a une personne qui a une anxiété sociale, on va vérifier qu'elle n'est pas en plus dépressive, parce que là, ça justifie encore plus un traitement d'ailleurs. Ok, alors du coup, dans les traitements, vous disiez que les antidépresseurs, c'était certains qui fonctionnaient dans ces cas-là. Vous savez lesquels ? Vous pouvez me dire lesquels ? Non, je sais pas. Okay.
Et alors, dernière question. Pardon, non, désolé pour la boutade. On a, c'est même officiel, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, vous savez, des AMM, autorisations de mise sur le marché, qui ont été définies pour cette indication phobie sociale. Ça n'a pas été simple, parce que je peux vous garantir, on a travaillé dessus avec des collègues, parce que il y avait beaucoup de réticences en disant mais vous allez soigner plein de gens qui n'ont pas besoin, et si on met tous les timides sous antidépresseurs, on va ruiner le pays. Bon, bref. Donc il a fallu dire pourquoi, comment, avec les mêmes questions que posait Eric tout à l'heure, c'est-à-dire sur quoi on se base pour prescrire. Et ça a été fait, et c'est plutôt bien clair maintenant. Et il n'y a pas je peux vous dire, il n'y a pas d'épidémie de prescription, il y en a même assez peu. Et donc je peux vous donner les noms, il y en a 3, si je me souviens bien, qui ont l'AMM en question. C'est la paroxétine, qui s'appelle le Deroxate, c'est l'escitalopram, qui s'appelle le Séroplex, et c'est la Valafaxine, qui s'appelle l'Effexor, à chaque fois le nom commercial. Je crois que c'est les 3, il y en a peut-être un 4e, mais je ne suis pas sûr. Donc en tout cas, ceux-là, je suis sûr, qui ont été étudiés pour ça, qui marchent, qui sont... Alors, c'est pas anodin, il faut faire une surveillance, mais c'est plutôt simple. Et voilà. Ok, alors juste dernière question. Enfin, c'est pour un ami qui peut pas venir parce que il y a des problèmes de phobie sociale, donc je viens un peu pour lui. Et en fait, son parcours de prise en charge, comme pour beaucoup de patients, est extrêmement laborieux, long et difficile. Et du coup, est-ce que dans votre livre, il y a les bonnes adresses et les bons numéros de téléphone et tout ça ? Pas vraiment, parce que ça, on ne peut pas trop le faire. On ne peut pas trop le faire, c'est pas un peu déontologique, on va dire. Et puis surtout, dans ce cas-là, comme vous dites, le parcours est compliqué, donc ça risque les personnes en question, dans ce cas-là, elles sont tout de suite débordées. Non, alors, je peux vous donner un conseil, après on en parlera si vous voulez, mais il y a un site d'une association française qui répertorie beaucoup, en tout cas peut-être pas tous, mais des thérapeutes formés aux thérapies comportementales et cognitives, pas que pour l'anxiété sociale, mais pour d'autres choses, mais normalement ils connaissent bien ces troubles. Donc il s'appelle, c'est simplement le site de l'association AFTCC, Association française des thérapies comportementales et cognitives. Donc il y a une carte de France où on peut trouver, selon où on habite, des noms de spécialistes, plutôt psychologues là en l'occurrence, mais ça peut être des psychiatres. Alors, je ne vous garantis pas qu'à chaque fois, il n'y a pas besoin d'être expert. Hein. Normalement, c'est des choses qu'on leur apprend quand ils font les formations. Par contre, je ne vous garantis pas qu'ils aient facilement de la place non plus, hein, parce que malheureusement en France aujourd'hui, l'accès aux soins est compliqué, on le sait bien. Et ce sont des thérapies qui marchent très bien, et c'est pour ça qu'on se bat pour qu'elles soient plus fréquentes, et notamment prises en charge, parce qu'il y a après le problème du coût. Hein. On sait bien quand c'est des psychologues, jusqu'à présent, le plus souvent, ça ne peut pas être remboursé facilement, en tout cas. Il y a des choses qui s'en rapprochent un peu maintenant. Mais ça vaut vraiment la peine, parce que c'est un investissement, entre guillemets, qui peut changer la vie. Enfin, sans faire des grandes phrases, mais notamment chez des jeunes. Alors, je vous dis, à tous âges, c'est possible, mais si vous intervenez tôt, dans les premières années où ça commence, c'est évidemment plus efficace et plus rapide. Donc, et puis sinon, le médecin traitant qui peut essayer de donner des avis, ou des conseils, mais plutôt la FTCC. Je vous disais aftcc.org pour le site en entier. Merci Antoine. Le plus timide de la salle, c'est Sadoc. Je vous ai écouté avec attention, vraiment, c'est exceptionnel ce que vous avez dit. Mais cette maladie, j'appelle ça une maladie, parce que ces gens qui ils rougissent quand ils voient quelqu'un, ou quelqu'un qui a le trac. S'il a le trac, je sais ce que c'est parce que je fais du spectacle. C'est vrai que je le trac moi aussi, mais quand on n'est pas sûr de son texte, etc., vous avez encore plus le trac. Donc, c'est quelque chose de normal. Voilà. Et je voulais vous dire que j'ai eu mon épouse qui a été maniaco-dépressive bipolaire de 1979 à 2006. C'est beaucoup. Un véritable cauchemar. Parce qu'on sortait d'un psychiatre pour aller voir un autre psychiatre, etc. etc. Et c'est les médicaments. Les médicaments. Elle a pris des médicaments très souvent. Et puis des médicaments très forts. Elle a fait des séances dans des cliniques parce qu'elle ne dormait plus. Alors, c'est un autre sujet, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle après, mais... Ouais, oui, mais c'est difficile, non, parce qu'on parlait maintenant de la dépression. La dépression, ce n'est pas n'importe quoi. C'est très difficile à guérir. Je sais qu'en 2006, ça s'est arrêté. Et elle est tombée sur le diabète, etc. Mais je dis que la dépression, il faut la vivre pour savoir qu'est-ce que c'est. Voilà. Absolument. Voilà. Et c'est valable pour tous les troubles, en effet, anxieux ou autres, mais
spectre bipolaire en fait partie. Pour reprendre votre premier point, effectivement, je ne l'ai pas dit, parce que j'avais trop de choses à dire, mais la première chose à conseiller, effectivement, aux personnes qui ont cette difficulté, c'est quand même de travailler les choses voilà, qu'elles doivent présenter, par exemple. Mais en général, elles le font, hein, sans problème. Mais comme vous disiez, si on n'est pas préparé, on sera encore plus anxieux. Donc, les conseils qu'on donne, c'est répéter, tout simplement. Répéter chez vous. Maintenant, on peut faire de la vidéo pour s'entraîner. Enfin, effectivement, il faut arriver avec des biscuits, comme on dit. Parce que si vous arrivez les mains dans les poches, le plus dur, c'est d'improviser, hein, dans ces cas-là. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont un peu plus... arrivent à se détacher quand ils improvisent, mais le plus souvent quand même. Si vous savez que vous risquez d'être pris à défaut, c'est plus compliqué. En sachant qu'on ne peut pas non plus être paré à 100%. Donc on leur apprend, enfin il faut apprendre à se préparer et aussi à se préparer à l'incertitude. On peut trouver sur quelqu'un qui vous pose une question, vous ne savez pas répondre, vous pouvez dire que vous ne savez pas, enfin des choses comme ça. C'est des compétences. Dans les groupes, on apprend aussi, donc je ne l'ai pas dit, mais à communiquer avec les méthodes classiques d'affirmation de soi ou de compétences sociales qui ne sont pas toujours indispensables et en tout cas qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas réduit le niveau d'anxiété. On apprend à comment aborder un inconnu, comment s'affirmer par rapport aux collègues, etc. Donc il y a en plus du traitement de l'anxiété aussi une forme d'entraînement qui peut toujours être... Merci beaucoup Antoine, merci à tous d'avoir été présents. Je salue mes collègues maires adjoints, Samira et Alain, avec son épouse. Et bien sûr, le dernier, cher ami, chez nous dans notre tradition, c'est toujours celui qu'on aime le plus qu'on salue en dernier. Donc c'est Olivier Place, qui a la plus belle librairie Macpress à la rue du Général Leclerc, qui ce soir va mettre à disposition ses livres qui vont être dédicacés par Antoine. Et vous êtes invités à prendre une petite collation, bien sûr, et d'échanger. Voilà, bonne soirée à tous. Alors Antoine est là pour vous dédicacer.